Mon père m'a abandonné à 15 ans comme si je n'étais rien. Des années plus tard, il est apparu sans invitation à l'anniversaire de mon fils. Il a exigé 50 000 € et a menacé de me poursuivre en justice. Je suis resté calme. Vous avez 5 minutes pour partir. Je lui ai saisi le poignet si fort qu'il a commencé à laisser des marques. Je m'appelle Noémie Dubois. J'ai 29 ans. Il y a 3 jours, alors que j'allumais des bougies d'anniversaire dans mon propre jardin et que j'essayais d'empêcher les petites mains de mon fils de toucher le glaçage, l'homme qui m'avait abandonné à 15 ans a franchi mon portail comme s'il avait encore sa place dans ma vie. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Ni pour les anniversaires, ni pour la remise des diplômes. Pas quand je me suis marié, pas quand mon fils est né. Mais d'une manière ou d'une autre, l'après-midi qui aurait dû appartenir à mon enfant, il a décidé d'apparaître sans invitation et d'agir comme si le temps avait tout effacé. À 15 ans, j'ai appris à quel point il était facile pour un parent de vous regarder et de décider que vous n'étiez plus sa responsabilité. Il n'a pas claqué une porte de rage. Il a fait quelque chose de plus froid. Il m'a fait sentir jetable. Comme une facture qu'il ne voulait plus payer. Comme quelque chose qu'il pouvait poser et ne jamais revenir chercher. J'ai passé des années à construire une vie qui n'avait rien à voir avec lui. Une vie sûre, une vie stable, le genre de vie que j'avais autrefois supplié et que je n'avais jamais eu. Alors, quand je l'ai vu là, près des ballons et des assiettes en carton, regardant mon fils rire comme s'il appartenait à cette image, quelque chose en moi s'est complètement figé. Je suis resté calme plus longtemps que la plupart des gens. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé faire semblant. Et puis il a dit pourquoi il était vraiment là. Cela n'avait rien à voir avec l'amour, rien à voir avec le regret. Au moment où il a menacé de me poursuivre pour 50 000 €, tout ce que je ressentais était une clarté totale. Quand je lui ai dit qu'il avait 5 minutes pour partir, je pensais chaque seconde de cette phrase. À 15 ans, j'ai cessé de croire que les adultes pensaient toujours ce qu'ils disaient quand ils qualifiaient quelque chose de temporaire. Mes parents étaient déjà divorcés depuis un certain temps, et mon père avait passé des mois à agir comme si j'étais un détail de plus d'une vie qu'il voulait oublier. Il avait une nouvelle maison, une nouvelle routine, une nouvelle femme, et une nouvelle version de lui-même qui n'avait en quelque sorte pas de place pour la fille qu'il avait aidé à mettre au monde. Je n'arrêtais pas de me dire que ça allait s'arranger. Je me disais qu'il était stressé. Je me disais qu'il se calmerait et se souviendrait que j'étais encore une enfant. Puis, un jeudi soir d'octobre, il s'est tenu dans la cuisine, ses clés de voiture dans une main et une tasse de voyage dans l'autre, et m'a dit que je devais commencer à me débrouiller seul parce qu'il en avait marre de me porter. Il l'a dit comme les gens parlent d'annuler un abonnement qu'ils n'utilisent plus. Pas de cris, pas de culpabilité, pas d'excuses, juste une décision nette et froide. Je me souviens l'avoir regardé en pensant que s'il avait crié, cela aurait fait moins mal. Au moins, cela aurait eu l'air émotionnel. Mais il était calme. Calme comme si j'étais devenu une gêne qu'il était soulagé d'éliminer. J'ai demandé où j'étais censé aller. Il a dit que j'étais assez intelligente pour le découvrir. J'ai demandé s'il était sérieux. Il a dit que j'étais assez grande pour arrêter de faire l'impuissante. J'ai posé des questions sur l'école, sur les vêtements, sur l'argent, sur le fait que j'avais 15 ans et que je ne pouvais pas légalement faire la moitié des choses qu'il prétendait que je devrais soudainement gérer. Il s'est contenté de hausser les épaules et m'a dit que j'avais toujours été dramatique. Ce fut la nuit où j'ai appris qu'être indésirable peut être plus silencieux que prévu. Il m'a donné une date limite. 2 semaines. 2 semaines pour rassembler mes affaires, cesser de lui compliquer la vie et disparaître dans l'avenir que je pourrais me concocter. J'ai dormi peut-être 2 heures cette nuit-là. Le lendemain à l'école, j'ai suivi les cours d'algèbre, d'histoire de France et le déjeuner comme si je me déplaçais sous l'eau. Je n'ai rien dit à personne au début parce que le dire à voix haute le rendrait réel. Mais le 2e jour, j'ai craqué sur le parking après l'école, et ma meilleure amie m'a trouvé en train de pleurer si fort que je pouvais à peine respirer. Je lui en ai dit assez pour qu'elle comprenne ce qui se passait, et cette conversation a changé ma vie. Ses parents ont fait quelque chose que mon propre père n'aurait pas fait. Ils ont écouté. Ils ont posé des questions. Ils ont eu l'air choqués au bon moment. Et puis ils ont dit que je pouvais rester chez eux jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Je me souviens encore de la gêne que j'ai ressentie en portant mon sac de sport dans leur chambre d'amis. Je n'arrêtais pas de dire merci trop souvent. Je n'arrêtais pas de promettre que je ne serais pas un fardeau. Je n'arrêtais pas d'attendre que quelqu'un change d'avis.
Personne ne l'a fait. J'ai terminé le lycée depuis cette maison. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un café à quelques pâtés de maison du campus et j'ai travaillé les soirs et les week-ends. J'ai appris à sourire malgré l'épuisement, à compter les pourboires rapidement, à cacher le chagrin derrière la routine. Les Fournier ne m'ont jamais traité comme une œuvre de charité. Ils m'ont traité comme une adolescente qui méritait une structure, un dîner et un endroit sûr pour dormir. Cela semble basique jusqu'à ce que vous grandissiez sans cela. Mon père n'a jamais appelé pour vérifier si j'étais allé à l'école. N'a jamais demandé si j'avais besoin de bottes d'hiver. N'est jamais venu à une réunion de parents. N'a jamais envoyé de SMS pour les anniversaires, sauf si cela lui bénéficiait de faire semblant de s'en soucier. Une ou deux fois, il a envoyé un message disant des choses comme « J'espère que tu vas bien ». Et même cela ressemblait moins à de l'amour qu'à de la gestion d'image. Au moment où j'ai eu 18 ans, j'avais cessé d'attendre qu'il devienne quelqu'un d'autre. J'ai suivi des cours à l'université régionale parce que c'était ce que je pouvais me permettre. J'ai transféré plus tard. J'ai construit ma vie un choix pratique à la fois. Je n'ai pas été secouru. J'ai été discipliné. Je suis devenu plus perspicace. Je suis devenu très doué pour survivre à la déception. Le fait de grandir de cette façon, c'est que vous devenez prudente avec la joie. Vous ne supposez pas que les bonnes choses vont durer. Vous apprenez à les protéger. C'est pourquoi ce qui s'est passé à l'anniversaire de mon fils m'a frappé comme ça. Il ne s'agissait jamais seulement d'une fête. Il s'agissait du fait que j'avais passé 14 ans à construire exactement le genre de vie sur que mon père avait autrefois prétendu que je ne méritais pas. Au moment où j'ai eu la vingtaine, la survie avait finalement commencé à se transformer en stabilité. J'ai transféré de l'université régionale à l'université de Toulouse, j'ai terminé mes études et je suis finalement devenue conseillère scolaire. Ce travail a peut-être un sens parfait si vous connaissez mon histoire. Les enfants peuvent dire quand vous êtes le genre d'adulte qui pense ce qu'il dit quand il affirme être là pour eux. Les familles en crise peuvent aussi le dire. Je n'étais pas intéressée à être impressionnante. Je voulais juste devenir le genre de personne stable dont j'avais autrefois eu besoin. Quelque part durant ces années, j'ai rencontré Étienne. Nous nous sommes rencontrés parce que sa nièce est venue à un événement familial après l'école que j'aidais à organiser, et il est resté tard pour empiler les chaises pliantes au lieu de me laisser le travail à moi et à deux professeurs épuisés. Il était drôle sans trop d'efforts, patient sans en faire un spectacle, et le premier homme que j'ai jamais connu qui rendait la fiabilité si facile. Quand je lui ai parlé de mon père, il ne s'est pas précipité pour donner des conseils ou me dire que je devrais pardonner et passer à autre chose. Il a juste dit que ce qui m'était arrivé était mal et que personne n'aurait dû avoir à gagner des soins de base si jeune. J'ai su que je l'aimais avant de me l'avouer. Nous nous sommes mariés 4 ans plus tard un samedi venteux en Occitanie avec des amis proches, les Fournier, et un petit groupe de personnes qui se sentaient comme une vraie famille. Mon père n'était pas là. Il n'avait pas été invité. Il ne m'a pas manqué. Puis Louis est arrivé. Tout en boucle, en rire et en questions sans fin. Il a 5 ans maintenant. Et chaque anniversaire avec lui est comme une preuve que l'amour peut grandir dans des endroits où la peur vivait autrefois. Notre maison n'est pas immense, mais elle est chaleureuse. Elle a des chaises de cuisine éraflées, un jardin avec de l'herbe inégale, des jouets qui migrent d'une manière ou d'une autre dans chaque pièce, et le genre de bruit dont je rêvais quand j'étais plus jeune et seul. Le matin de la fête, Étienne était au barbecue vers 11h, retournant des steaks hachés et des saucisses pendant que de la musique jouait via une enceinte portable sur la table de patio. J'attachais des ballons à la clôture et j'essayais d'empêcher Louis de voler du glaçage du gâteau avant l'arrivée des invités. Il y avait des jus de fruits dans une glacière, des assiettes en carton empilées sur la table extérieure, et l'un de ces toboggans gonflables géants qui font perdre la tête aux enfants dès qu'ils le voient. C'était simple, bruyant, un peu chaotique et parfait. Nos voisins sont venus. Quelques parents de la crèche de Louis sont venus. 2 de mes collègues ont amené leurs enfants. Chloé Fournier est arrivée avec un sac rempli de papiers cadeaux et le même sourire amusé qu'elle avait depuis que nous étions adolescentes. Valérie m'a serré si fort que j'ai failli pleurer. Et Gilles portait des chaises pliantes comme si l'univers lui avait assigné la logistique de la fête. C'est ce que je veux dire quand je parle de famille choisie. Les gens qui sont restés, les gens qui ont construit avec vous, les gens qui ne vous ont jamais fait passer d'audition pour des soins. Quelques mois avant cette fête, j'avais remarqué quelque chose d'étrange en ligne. Mon père avait trouvé l'une de mes photos de famille publique et l'avait aimée. Puis une autre, puis une autre.
Pas de message, pas d'explication, juste ces minuscules empreintes numériques qui semblaient plus invasives qu'affectueuses. Je les ai ignorées. Je n'avais aucun intérêt à rouvrir une porte qu'il m'avait fallu des années pour sceller. Une cousine à qui je parlais à peine m'a ensuite envoyé un message vague me demandant comment j'allais et si je vivais toujours dans la région de Toulouse. Cela semblait lié aussi. Je l'ai ignoré également. J'avais appris il y a longtemps que lorsque les gens de ce côté de la famille se souvenaient soudainement de mon existence, cela signifiait généralement qu'ils voulaient quelque chose. Pourtant, je ne pensais pas qu'il apparaîtrait réellement. Même les personnes égoïstes ont tendance à comprendre qu'une fête d'anniversaire d'enfant n'est pas l'endroit pour faire un retour. Je lui ai donné trop de crédit. Vers 13h30, alors que les enfants couraient à travers le jardin et que les parents riaient près du barbecue, le portail latéral a grincé. J'ai regardé car quelque chose en moi s'est contracté avant même que je ne le voie complètement. Il avait l'air plus âgé, bien sûr, plus grisonnant aux tempes, des rides plus profondes autour de la bouche, un peu plus lourd au milieu, mais je l'ai reconnu immédiatement. Mon père se tenait là, au milieu de mon jardin, tenant un sac cadeau avec du papier de soie à motif de dessins animés comme si cela lui donnait le droit d'être là. Pendant une étrange seconde, tout a continué à bouger exactement comme avant. Un enfant a hurlé de rire sur le toboggan. Quelqu'un a demandé à Étienne où il avait acheté le barbecue. Une serviette en papier a volé à travers l'herbe. Et puis mon père a souri à mon fils comme s'il avait tous les droits du monde d'être là. Je ne me suis pas précipité vers lui. Je n'ai pas fait de scène. Années plus tôt, j'aurais pu me figer ou paniquer, mais la maternité a changé quelque chose en moi. Quand vous avez un enfant, votre peur devient moins intéressante que vos instincts. Ma première pensée n'était pas de clôture ou de colère. C'était de contrôle. À quelle distance était-il de Louis? Combien de personnes regardaient? S'il allait se comporter comme une personne normale pendant 5 minutes ou gâcher la journée dès qu'il ouvrirait la bouche. Il a légèrement soulevé le sac cadeau comme une offre de paix et a dit, la voilà. Puis il a regardé au-delà de moi vers Louis et a ajouté, et voici mon petit-fils. Ces mots ont immédiatement sonné faux, non pas parce qu'ils étaient techniquement faux, mais à cause du sentiment d'appropriation qui les enveloppait. Il n'a pas demandé, il a revendiqué. Étienne avait déjà remarqué le changement sur mon visage. Il est venu du barbecue, a posé une main légère sur mon dos et a dit bonjour de sa voix calme qui peut soit vous accueillir, soit vous avertir selon ce que vous avez mérité. Mon père s'est présenté comme si nous nous rencontrions tous dans des circonstances normales. Il a agi comme si 14 ans de négligence n'était qu'une période difficile que la famille avait naturellement surmontée. Il a dit à Étienne qu'il était heureux pour nous. M'a dit qu'il avait l'intention de me contacter. Nous a dit que la circulation avait été pire que prévu, ce qui aurait été bizarre à dire s'il avait effectivement été invité. Je me souviens avoir pensé que certaines personnes mentent si souvent qu'elles finissent par paraître désinvoltes, même lorsqu'elles transgressent émotionnellement et physiquement. J'ai dit à Louis de rester près du toboggan avec ses amis et me suis éloigné de quelques pas de la foule. Étienne est venu avec moi, mais j'ai secoué la tête une fois, très légèrement, non pas parce que je voulais gérer ça seul, mais parce que je voulais voir jusqu'où mon père irait quand il pensait qu'il avait encore accès à moi. Il m'a suivi vers le coin le plus éloigné du jardin, près de la clôture, où le bruit de la fête s'est adouci juste assez pour des mots privés. De près, je pouvais sentir un parfum bon marché et un stress tenace. Il m'a jeté un coup d'œil rapide, le genre qui était censé dire qu'il évaluait la vie que j'avais construite et décidait ce qu'elle valait pour lui. Puis il a pris une voix que je reconnaissais d'il y a longtemps, la voix raisonnable, celle qu'il utilisait quand il voulait faire paraître la cruauté pratique. Il a dit qu'il savait que j'étais contrarié et qu'il comprenait que j'avais toujours été sensible, mais qu'il espérait qu'assez de temps s'était écoulé pour que je cesse de lui en vouloir. J'ai failli en rire. On en veut à quelqu'un pour de petites blessures. Ce qu'il avait fait n'était pas petit. Il a dit qu'il avait entendu dire que j'allais bien. Belle maison, bon mari, bon quartier. Il a même dit que j'avais l'air heureuse. Et pendant une seconde, je me suis demandé s'il était capable d'entendre à quel point chaque phrase semblait transactionnelle. Puis il est allé droit au but. Il a dit qu'il était dans une situation financière difficile et qu'il avait besoin de mon aide. Pas un peu d'aide, pas une faveur temporaire. 50 000 €. Il l'a dit rapidement, comme si plus vite il prononçait le chiffre, plus cela semblerait raisonnable. J'ai cru l'avoir mal entendu. Je lui ai demandé de répéter, et il l'a fait. Cette fois avec des détails supplémentaires.
Une affaire commerciale avait mal tourné. Des partenaires s'étaient retournés contre lui. Le marché était brutal. Il avait des obligations. Il devait agir vite. Je l'ai juste regardé. Il a pris mon silence comme une ouverture et a continué. Il a dit que j'étais en mesure de faire quelque chose de significatif pour lui. Maintenant, significatif. Ce mot me donne toujours la chair de poule. Puis, parce qu'apparemment la cupidité n'était pas assez laide en elle-même, il a décidé de l'habiller en histoire. Il m'a rappelé qu'il avait payé un toit au-dessus de ma tête quand j'étais plus jeune, qu'il m'avait nourri, qu'élever un enfant coûtait de l'argent et des sacrifices, et que peut-être maintenant c'était à mon tour de rendre quelque chose. J'ai senti mon corps se figer. Je lui ai demandé s'il était sérieusement dans mon jardin, pendant la fête d'anniversaire de mon fils, en train d'essayer de me facturer rétroactivement le fait d'avoir existé en tant que sa fille. Il a froncé les sourcils comme si je tordais le sens de ses propos. Il a dit que je devenais émotionnel. Il a dit qu'il ne demandait que ce qui était juste. Puis il a baissé la voix et a fait l'erreur qui a tout changé. Il m'a dit que si je ne l'aidais pas volontiers, il était prêt à envisager d'autres options, des options légales. Il a dit qu'il y avait des affaires familiales que je ne voulais pas voir traîner devant les tribunaux. Il l'a dit nonchalamment, mais la menace était claire. Quelque chose en moi s'est calmé à ce moment-là. Pas adouci, calmé. La confusion a disparu. La petite partie de moi qui s'était demandé si l'âge l'avait rendue plus humble est morte là, près de la clôture, avec des enfants qui riaient à 10 mètres. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, « Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété. » Il a cligné des yeux, surpris que je n'ai pas argumenté, supplié ou tenté de négocier. Puis il m'a fait un sourire que j'avais déjà vu, quand j'étais assez jeune pour penser que les adultes avec ce sourire devaient savoir quelque chose que je ne savais pas. C'était le sourire d'une personne qui croit que la pression finit toujours par fonctionner. Il s'est penché un peu plus près et a dit, « Noémie, ne fais pas ça devant ta petite famille. » Comme s'il avait le droit d'utiliser ces mots, comme si ma maison existait pour son avantage. J'ai répété. 5 minutes. Son sourire a disparu. Il aurait dû partir alors. N'importe quelle personne décente l'aurait fait. Même une personne égoïste avec un demi-instinct de survie aurait réalisé qu'il s'était trompé et aurait reculé avant que les dégâts ne deviennent permanents. Mais mon père avait toujours confondu l'accès et l'autorité. Il a jeté un coup d'œil vers le patio où Louis montrait à un autre petit garçon l'un de ses nouveaux camions jouets, puis de nouveau vers moi, et je pouvais presque voir le calcul se faire derrière ses yeux. Il pensait que la foule lui donnait du pouvoir. Il pensait que mon besoin de protéger l'ambiance de la fête me rendrait flexible. Il pensait qu'être le grand-père d'un enfant, du moins biologiquement, lui donnait un rôle que personne ne pouvait complètement lui refuser. Il avait tort sur les 3 points. Il a dit que nous devions parler à l'intérieur où c'était plus calme. J'ai dit non. Il a fait un pas vers la porte arrière quand même. Pas vite, pas dramatique. Juste assez délibéré pour me dire qu'il avait décidé que mes limites étaient négociables. Je me suis placé devant lui. Il m'a dit d'arrêter de faire la folle. Je lui ai dit de partir. Il a dit que je réagissais de manière excessive parce qu'il avait demandé un prêt et que toute fille décente écouterait son père. Je me souviens de la chaleur exacte du soleil sur le côté de mon visage et de l'odeur de charbon de bois du barbecue et à quel point c'était irréel de se tenir là dans une robe de fête pendant que l'homme qui m'avait abandonné essayait de s'introduire plus profondément dans ma vie par l'intimidation. Étienne s'est dirigé vers nous dès qu'il a vu mon père s'orienter vers la maison. Chloé l'a remarqué aussi. Je pouvais sentir des regards se lever de tous les coins du jardin. Ce léger changement quand les gens sentent la tension adulte et arrêtent de faire semblant de ne pas la voir. Mon père a réalisé qu'il avait un public et au lieu de reculer, il a redressé ses épaules comme un homme préparant une performance. Il a dit assez fort pour qu'Étienne entende qu'il essayait seulement d'avoir une conversation privée avec sa fille et qu'il n'appréciait pas d'être traité comme un criminel. C'est là que j'ai compris qu'il essayait de me piéger dans mes propres bonnes manières. Si je gardais ma voix basse, il pourrait se plaindre d'être lésé. Si je la haussais, il pourrait faire semblant d'avoir peur. Si je m'éloignais, il pourrait dériver vers Louis et commencer à se présenter comme grand-père à quiconque voudrait l'écouter. Il y a des moments dans la vie où l'on réalise que rester poli est juste une autre façon de capituler. Il a essayé de me contourner à nouveau. Je lui ai saisi le poignet et l'ai arrêté sèchement. Pas pour lui faire mal, pas pour le punir, pour l'arrêter,
pour lui rendre physiquement impossible de faire un pas de plus vers mon enfant ou ma maison. Sa peau était plus fine que je ne me souvenais. Il a tressailli de surprise. J'ai tenu bon et j'ai dit très clairement, ne faites pas un autre pas. Vous avez 5 minutes pour sortir de ce jardin avant que j'appelle la police. Quelques conversations proches se sont éteintes instantanément. Étienne était à côté de moi maintenant, ne me touchant pas, juste présent, solide, prêt. Le visage de mon père est devenu rouge. Il m'a dit de lâcher. Je n'ai pas lâché. Il a essayé de se dégager trop rapidement et a grimacé. Plus tard, quand il s'est finalement retiré, il y avait déjà une coloration sombre là où mes doigts avaient été. Il a regardé son poignet comme s'il avait découvert un cadeau du ciel. Une preuve, quelque chose qu'il pourrait montrer et utiliser comme arme. Il a commencé à dire que je l'avais agressé, disant qu'il était seulement venu pour faire la paix, disant que j'étais instable. Tout cela n'a fait que confirmer exactement qui il était à chaque adulte se tenant assez près pour entendre. Chloé a parlé la première, elle a dit, personne ici n'est confus quant à ce qui se passe. L'une de mes collègues s'est rapprochée de Louis et a tranquillement redirigé les enfants vers le toboggan. Gilles Fournier, qui avait autrefois porté mon sac de sport dans sa maison quand j'avais 15 ans, s'est levé de sa chaise pliante avec le calme lent d'un homme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour mettre fin à des absurdités. Mon père a regardé autour de lui et a réalisé que l'espace qu'il pensait pouvoir contrôler n'existait pas. C'était juste un jardin, oui, mais c'était mon jardin, rempli de gens qui me connaissaient, et cela importait plus que le sang ne l'avait jamais fait. Étienne lui a dit de partir immédiatement. Mon père m'a pointé du doigt et a dit que ce n'était pas fini. Il a dit que je regretterais de l'avoir humilié. Il a dit que si je voulais jouer au dur, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Puis il a reculé vers le portail, serrant toujours le poignet qu'il avait lui-même presque arraché de ma main, et est parti, chaque once de dignité qui lui restait se dissolvant dans l'herbe derrière lui. Le portail a claqué. Pendant quelques secondes, tout ce que j'entendais était mon propre pouls. Puis la vie, incroyablement, a recommencé à bouger. Quelqu'un a baissé la musique. Quelqu'un d'autre a demandé si je voulais de l'eau. Louis a couru en demandant si c'était l'heure du gâteau et si les adultes avaient fini de parler. Cela a failli me briser. Je lui ai souri parce que les enfants ne devraient pas avoir à porter le poison des adultes quand ils sont encore collants de glaçage et de soleil. Nous avons coupé le gâteau. Nous avons chanté. Nous avons ouvert les cadeaux. J'ai traversé le reste de l'après-midi par pur instinct, mais l'air avait changé. La fête ne s'est pas effondrée. Pourtant, elle n'était plus innocente. Après le départ des derniers invités, et que le jardin fut un cimetière de gobelets en carton, de papier cadeau déchiré et de ballons à moitié dégonflés, je me suis assise à la table de la cuisine avec Étienne et lui ai enfin tout raconté ce que je n'avais pas eu les mots de dire plus tôt. Pas seulement ce que mon père voulait, tout. L'ancienne froideur, la date limite de 2 semaines quand j'avais 15 ans, les années de silence, les messages qui avaient récemment commencé. La façon dont la menace ressemblait moins à une surprise qu'à un schéma qui revenait sous une nouvelle forme. Étienne a écouté sans l'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Il a dit, il n'approchera plus jamais Louis. J'ai hoché la tête, mais je ne comprenais toujours pas pleinement jusqu'où mon père était prêt à aller avant 2 jours plus tard, quand j'ai ouvert la boîte aux lettres et trouvé une enveloppe d'un cabinet d'avocats avec mon nom tapé sur le devant. Je savais avant de l'ouvrir que ce serait mauvais. Certains instincts ne viennent pas de l'anxiété. Ils viennent de l'expérience. La lettre à l'intérieur venait d'un avocat représentant mon père, et elle m'accusait de retenir 50 000 € qui lui appartenaient prétendument par le biais d'actifs familiaux antérieurs et d'arrangements financiers non documentés. Cette seule phrase était assez ridicule pour me faire rire une fois sèchement dans l'allée. Arrangements financiers non documentés. En d'autres termes, de la fiction avec une mise en forme légale. Mais le reste de la lettre était moins amusant. Elle affirmait qu'il était prêt à poursuivre l'affaire formellement si je ne coopérais pas. Elle suggérait des dommages. Elle impliquait la tromperie. Elle était écrite dans ce langage poli et froid conçu pour faire paraître les absurdités coûteuses. Je me suis tenu là, l'enveloppe à la main, et j'ai senti la dernière trace d'hésitation s'éteindre. Jusqu'alors, une partie de moi avait encore espéré que la confrontation à la fête n'avait été qu'une dernière explosion d'un homme désespéré. Laide, oui, mais isolé, quelque chose qu'il regretterait et dont il se retirerait, une fois qu'il comprendrait que je ne plierais pas. Au lieu de cela, il a redoublé d'efforts.
Il a trouvé un avocat prêt à taper des mensonges sur du papier officiel et à les envoyer à la femme qu'il avait autrefois laissé se débrouiller seule à 15 ans. J'ai apporté la lettre à l'intérieur et l'ai posée sur le comptoir sans parler. Étienne l'a lue, puis m'a regardé avec le genre de colère calme qui rend les hommes silencieux effrayants. Il n'a pas dit, peut-être devrions-nous l'ignorer. Il n'a pas dit, peut-être que votre père souffre juste. Il a dit, nous allons prendre un avocat aujourd'hui. À midi, nous avions une consultation prévue avec Andrea Mercier, une avocate perspicace et pragmatique à Toulouse, qui nous avait été recommandée par l'un des collègues d'Étienne. Je l'ai aimée en 5 minutes parce qu'elle n'a pas perdu une seconde à romantiser les conflits familiaux. Elle a lu la lettre, posé quelques questions de clarification, et a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est faible. C'est bâclé. Et ce n'est pas une question de droit. C'est une question d'intimidation. Elle nous a dit que des gens comme mon père comptaient souvent sur l'histoire émotionnelle pour faire le travail que les preuves ne pouvaient pas. Il supposait que la honte, la fatigue et la peur pousseraient l'autre personne à un arrangement juste pour faire disparaître le problème. Elle a aussi dit autre chose d'important. Elle m'a dit que le poignet contusionné ne le sauverait pas si l'effet plus large montrait une intrusion, du harcèlement et un comportement coercitif. Puis elle a demandé si j'avais des dossiers de mes années d'adolescence. Au début, j'ai pensé que la réponse était non. Puis la mémoire a commencé à ouvrir des tiroirs que j'avais gardés fermés. J'avais encore de vieux emails de l'école. J'avais encore un formulaire de contact d'urgence scanné qui listait les parents de Chloé, pas mon père. J'avais des documents fiscaux de mes premiers emplois. J'avais des documents d'aide universitaire ne montrant aucun soutien parental. J'avais d'anciens messages d'une cousine parlant de la façon dont tout le monde savait qu'il avait fondamentalement refait sa vie et m'avait laissé me débrouiller seul. Chloé avait des souvenirs. Valérie avait des souvenirs. Gilles avait des souvenirs. Soudain, l'histoire n'était plus seulement de la douleur. C'était de la documentation. Au cours des 48 heures suivantes, notre salle à manger s'est transformée en un champ de bataille de papier. J'ai créé des dossiers. J'ai imprimé des chronologies. Andrea a aidé à organiser tout ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Nous n'essayions pas de raconter au monde toute l'histoire de ma vie. Nous construisions un mur clair de faits qui rendait la revendication de mon père aussi absurde qu'elle l'était. Et pendant que nous faisions cela, il a commencé à appeler depuis des numéros masqués. Pas constamment, mais assez. Des messages vocaux aussi. Le premier était moralisateur. Le second semblait presque implorant. Au troisième, il était furieux, disant que je forçais les choses et que j'aurais dû juste l'aider comme la famille aide la famille. Andrea m'a dit de les enregistrer tous. Un message en particulier comptait. Dedans, il disait qu'il avait espéré ne pas avoir à y mêler des avocats, mais que je ne lui avais laissé aucun choix après l'avoir humilié devant tout le monde. C'était ça, la vérité, presque dans ses propres mots. La menace juridique ne concernait pas de l'argent qu'il croyait sien. C'était une vengeance parce que je l'avais refusé publiquement et qu'il avait perdu la face. Andrea a souri quand elle a entendu ce message vocal. Elle a dit que cela ne gagnerait pas l'affaire à lui seul, mais que cela révélait magnifiquement le mobile. À peu près au même moment, des rumeurs sur la fête ont commencé à circuler discrètement dans notre cercle. Non pas parce que je courais partout en racontant l'histoire de manière dramatique, mais parce que c'est ce qui arrive quand des adultes sont témoins de quelque chose de troublant à une fête d'anniversaire d'enfants et qu'ils comparent ensuite leurs notes. L'une des mamans de la crèche m'a envoyé un SMS pour demander si j'allais bien. Un voisin a proposé de faire une déclaration si nécessaire. Chloé était furieuse comme seuls les vieux amis loyaux peuvent l'être en votre nom. Elle a dit que mon père avait l'air exactement du genre d'homme qui croyait encore pouvoir effrayer les femmes pour qu'elles se soumettent s'il parlait assez longtemps. J'aimerais pouvoir dire que tout cela m'a instantanément fait me sentir puissante. Ce n'était pas le cas. Cela m'a fatigué. Il y a une sorte d'épuisement spécifique qui vient du fait d'être ramené à un ancien rôle que vous avez tant combattu pour dépasser. Pendant quelques nuits après que Louis fut endormi, je me suis tenu à l'entrée de sa chambre plus longtemps que d'habitude, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser et me promettant que le chaos s'arrêterait avec moi. Étienne m'a trouvé là une fois et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, mais il savait mieux. Il a passé un bras autour de moi et a dit quelque chose de simple. Il a dit, tu n'as plus 15 ans, Noémie. Cela comptait parce qu'il avait raison. À 15 ans, j'avais survécu en prenant les miettes de sécurité que d'autres personnes étaient assez gentilles pour m'offrir.
À 29 ans, j'avais une voix, une maison, une représentation légale et des gens qui m'aimaient sans condition. Alors, quand Andrea a suggéré d'envoyer une réponse formelle rejetant toutes les affirmations et les avertissant de cesser tout harcèlement, j'ai dit oui immédiatement. Quand elle a également suggéré que, si nécessaire, nous pourrions aller un peu plus loin et rendre la vérité plus difficile à cacher pour lui, j'ai aussi dit oui. Mon père voulait un combat basé sur la pression et le secret. Il était sur le point d'en avoir un basé sur des preuves. La lettre de réponse d'Andrea est partie un vendredi matin. Elle rejetait complètement la revendication, exigeait que tout contact ultérieur passe par un avocat, notait l'absence de fondement légal et précisait que si mon père continuait à harceler ma famille, nous étions prêts à intensifier les mesures. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans mon jardin, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Non pas parce que la situation était terminée, mais parce qu'elle était enfin sortie de l'ombre où des hommes comme lui font leur meilleur travail. Pourtant, je connaissais mon père. Il détestait perdre en privé presque autant qu'il détestait perdre en public. Alors, avant qu'il ne puisse tordre l'histoire en quelque chose d'utile, j'ai pris une décision qui aurait terrifié la version de moi à 15 ans. J'ai dit la vérité, non pas dans un message criard, non pas dans une diatribe désordonnée, juste la vérité. J'ai écrit un compte rendu calme et direct pour ma page Facebook personnelle expliquant que l'homme qui m'avait abandonné à l'adolescence était apparu sans invitation à l'anniversaire de mon fils, avait exigé 50 000 €, avait menacé d'une action en justice quand j'avais refusé. Et poursuivait maintenant une fausse allégation après des années d'abandon de toute responsabilité parentale réelle. Je n'ai pas exagéré. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas dit aux gens quoi penser. Je n'ai rien attaché de privé concernant mon fils. J'ai juste dit la vérité, comme les adultes la disent quand ils en ont enfin fini d'avoir peur de la laideur que cela donne à quelqu'un d'autre. Puis je me suis déconnecté et j'ai posé mon téléphone face contre table. La réponse a commencé plus vite que prévu. Des amis de l'université ont commenté en premier, puis des voisins, puis des gens de la communauté scolaire, puis des gens qui connaissaient des bribes de l'histoire depuis des années, mais jamais tout à la fois. Quelques messages ont été particulièrement marquants. L'un venait d'une mère que je connaissais à peine et qui disait qu'elle était heureuse que mon fils grandisse en voyant à quoi ressemblaient des limites saines. Un autre venait d'une ancienne élève maintenant à l'université qui disait qu'elle se souvenait encore de moi lui disant que l'amour sans sécurité n'est pas un amour réel. Je me suis assise là, lisant ces mots les larmes aux yeux, parce que parfois les leçons que vous passez des années à enseigner aux autres sont celles que vous devez encore choisir pour vous-même. Ce soir-là, des parents éloignés ont également commencé à me contacter. Pas tous gentiment. Quelques-uns voulaient que je retire la publication parce que les affaires familiales devraient rester privées. Cet argument m'a toujours amusé. Les gens aiment la vie privée quand la vérité embarrasse la mauvaise personne. Mais certains parents, y compris d'eux à qui je n'avais pas parlé depuis des années, ont admis qu'ils n'étaient pas choqués. L'un a même dit que mon père avait brûlé les ponts avec la moitié des gens autour de lui à cause de l'argent et de l'orgueil bien avant de s'en prendre à moi. Puis est venue la conséquence qu'il n'avait jamais vu venir. La femme autour de qui il avait construit sa dernière vie m'a contacté en privé. Son message était court, stupéfait et prudent. Elle a dit qu'elle savait que notre relation était tendue, mais qu'elle n'avait pas compris l'ampleur de ce qu'il avait fait, et elle n'était certainement pas au courant de la menace de procès pour de l'argent. Elle m'a remercié d'être factuelle. Une semaine plus tard, j'ai appris par Andrea que le camp de mon père voulait discuter discrètement d'un désistement. Discrètement. Ce mot encore. Cette fois, c'était à notre tour de ne pas jouer le jeu. Andrea a insisté sur un retrait complet et une confirmation écrite qu'aucune autre réclamation ne serait poursuivie. Elle a également fait pression pour le remboursement de certains frais juridiques liés au dépôt frivole. Ils ont résisté au début, puis ils ont cédé. Il n'y avait pas d'affaire. Il n'y avait jamais eu d'affaire. Il n'y avait que de l'ego, du désespoir et la croyance erronée que je me comporterais toujours comme la fille effrayée qu'il avait autrefois renvoyée avec un préavis de 2 semaines. La plainte a été retirée. Les lettres ont cessé. Les appels de numéros masqués ont cessé. Et parce que son orgueil ne pouvait supporter les dégâts sociaux se propageant dans ses propres cercles, mon père a fait une dernière chose que je n'aurais jamais cru voir. Il a publié une déclaration publique prétendant qu'il regrettait les malentendus et souhaitait la paix à notre famille. Ce n'étaient pas de vraies excuses. C'était un pansement pour sa réputation. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Les gens savaient que son poignet avait guéri, mais pas son image.
plusieurs parents se sont éloignés de lui. Un contact professionnel dont il s'était vanté s'est apparemment retiré après en avoir suffisamment entendu pour douter de son jugement. La femme de sa vie est partie. Plus important encore, il a perdu l'accès à l'illusion qu'il pouvait revenir dans mon monde et être traité comme un père simplement parce qu'il partageait mon sang. Il a été mis hors d'état de nuire non pas parce que j'ai crié plus fort que lui, mais parce que j'ai cessé de le protéger des conséquences de ce qu'il avait toujours été. La vie s'est apaisée après cela. Pas du jour au lendemain, mais régulièrement. Étienne et moi prenions une soirée par semaine juste pour nous après que Louis se soit couché. Aucune discussion juridique n'était autorisée. Chloé plaisante toujours en disant qu'elle aurait aimé faire payer l'entrée pour le pire caméo d'anniversaire en Occitanie. Valérie ne cesse de me rappeler que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, ce que je commence enfin à croire. Louis est toujours Louis. Il se souvient des ballons, du gâteau, du toboggan et des camions jouets. Il ne se souvient pas de l'homme au portail, et j'ai l'intention de maintenir cela aussi longtemps que possible. La leçon de tout cela n'est pas que la vengeance doit être bruyante pour être satisfaisante. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de rester immobile, de dire la vérité et de refuser de laisser quelqu'un réécrire les dommages qu'il a causés simplement parce que le temps a passé. La famille n'est pas définie par qui vous a fait. Elle est définie par qui vous a protégé, qui est resté, qui vous a dit que vous comptiez quand il aurait été plus facile de partir. Établir des limites n'est pas cruel. Ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas irrespectueux. Parfois, les limites sont la chose la plus aimante qu'un parent puisse construire, car elles protègent les enfants qui viennent ensuite d'hériter d'une douleur qui n'était jamais la leur apportée. Je pensais autrefois que mon père m'avait pris quelque chose que je passerais le reste de ma vie à essayer de remplacer. Maintenant, je sais qu'il a fait autre chose. Il m'a appris par un exemple négatif exactement quel genre de foyer je n'autoriserai jamais autour de mon fils.